Ma fille a dit, tu mangeras après tout le monde. Et quelque chose s'est brisé en moi. Pas de colère, pas de cri, juste une rupture lente et nette comme le givre fendant du vieux bois. J'ai regardé le rôti que j'avais passé 5 heures à mariner et 3 autres à rôtir. J'ai regardé la table où tous les autres étaient assis. Puis j'ai pris le plateau, encore chaud, et je suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. Je n'ai même pas entendu un halètement, juste le grattement sourd des fourchettes contre la porcelaine et quelques enfants qui riaient, inconscients du moment qui venait de se passer. L'air extérieur était vif, plus froid que je ne l'attendais. Ça m'a aidé. Le plateau était lourd, le papier d'aluminium mince sous mes doigts, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai marché les 3 pâtés de maison jusqu'à ma maison avec le rôti dans mes bras, prenant soin de ne pas renverser le jus qui bouillonnait encore au fond du plat. À l'intérieur, tout sentait le savon au citron et la poussière. Ma maison n'avait pas vraiment été la mienne depuis que Julia m'avait convaincu d'emménager avec elle l'année dernière. Ce sera plus facile, disait-elle. Tu n'auras pas à te soucier des factures. Nous prendrons soin de toi. J'aurais dû être plus sage. Rien n'est gratuit dans ce monde, pas même votre propre dignité. J'ai posé le rôti sur le comptoir de ma cuisine. Le silence m'a enveloppé comme un vieux manteau. Pas de voix, pas d'écran, personne ne demandant où était la cannelle ou pourquoi les pommes de terre étaient grumeleuses. Juste moi et le tic-tac de l'horloge que je n'avais pas remonté depuis des semaines. Je me suis fait une assiette. Une des vieilles avec des fleurs bleues autour du bord légèrement ébréché. J'ai servi une épaisse tranche de rôti, versé un peu de jus de cuisson dessus, et me suis assise à ma propre table. J'ai mangé lentement. La viande était tendre. L'assaisonnement avait parfaitement pris. C'était peut-être le meilleur que j'ai jamais fait. Personne ne l'a complimenté. Personne ne m'a interrompu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai savouré chaque bouchée. Quand j'ai eu fini, j'ai lavé l'assiette, les essuyé et les rangé. Puis je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre et j'ai regardé les érables se balancer au vent. Je ramassais ces feuilles tous les automnes. Maintenant Julia disait que c'était trop dangereux. Elle disait que je pourrais tomber et me casser la hanche, mais elle ne m'a jamais demandé si je le voulais. Elle ne faisait que dire. Elle a toujours dit. J'ai pensé à la voix de Julia, aussi tranchante que le vinaigre, disant « Tu mangeras après tout le monde ». Comme si j'étais une domestique. Comme si des décennies passées à être sa mère, à la nourrir, à la laver, à aider avec ses enfants, ne signifiaient rien. Elle avait toujours eu une façon de parler qui donnait l'impression qu'elle donnait des conseils, même quand elle donnait des ordres. La vérité, c'est que je savais que ce jour allait arriver. Il a juste fallu cette seule phrase pour que je le voie clairement. Je suis restée assise près de cette fenêtre pendant longtemps. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais restée silencieuse. Toutes les fois où je m'étais dit que ça ne valait pas la peine de se battre. Quand elle m'a claqué au nez devant son mari. Quand elle a levé les yeux au ciel parce que je ne comprenais pas son nouveau lave-vaisselle sophistiqué. Quand elle a dit « Ne porte pas ça à la fête. C'est démodé. » Quand elle m'a dit que je devrais commencer à prévoir la fin comme si j'étais un fruit gâté. J'ai pensé à mon autre fille, Grace, disparue il y a 10 ans. C'était la douce, celle qui m'apportait du thé quand mon arthrite s'aggravait, celle qui appelait chaque semaine juste pour parler, même quand elle était fatiguée. Elle m'avait laissé une petite fille, cependant, Rachel. La douce, observatrice Rachel. Elle serait assez âgée maintenant pour voir à travers les masques de la famille. Je me suis demandé ce qu'elle penserait si elle m'avait vu partir. Et puis j'ai pensé à moi, à la fille que j'étais autrefois et à la femme que j'étais devenue. Je n'étais pas amère, juste fatigué. Fatigué de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre. Fatigué d'être traité comme une obligation, fatigué de prétendre qu'être nécessaire était la même chose qu'être aimé. Je me suis levé, je suis allé au garde-manger et j'ai sorti un stylo et un bloc-notes. Il y avait des choses que je devais faire, pas seulement aujourd'hui, mais bientôt. Mon nom était toujours sur l'acte de propriété de cette maison. Mes économies étaient toujours sur mon propre compte. J'avais toujours du pouvoir. Je l'avais juste oublié dehors. Le soleil a baissé et les lumières de la rue ont commencé à clignoter quelque part. Julia réalisait probablement que le rôti avait disparu. Peut-être que quelqu'un demandait enfin où j'étais. Peut-être pas. Ça n'avait pas d'importance. Ce soir,
je dormirais dans mon propre lit, mangerais ma propre nourriture et ne rendrais de compte à personne. Et demain, je commencerai à prendre des décisions, non pas comme le fardeau de quelqu'un, mais comme moi-même. Le téléphone a sonné 2 fois cette nuit-là, mais je n'ai pas répondu. J'ai regardé le nom clignoter sur l'écran, Julia, et je l'ai laissé disparaître dans l'obscurité. Elle n'a pas laissé de message, elle a juste sonné comme si le son seul pouvait me ramener. Ça n'a pas été le cas. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. Le genre de sommeil qui vient non pas de la paix, mais d'un épuisement enfin levé. Je me suis réveillé avec la première lumière comme toujours, bien qu'il n'y ait pas eu d'enfants à habiller, pas de course d'école, pas de petit déjeuner à préparer pour des gens qui levaient à peine les yeux de leur téléphone. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé et une tranche de rôti froid, maintenant encore plus savoureux. Après avoir reposé toute la nuit, je ne l'ai pas réchauffé. Je n'ai pas fait d'histoire. Je l'ai juste mangé tel quel, tranquillement, lentement, pendant que la maison retenait son souffle autour de moi. À 8 heures, j'avais fait une liste, vérifié les comptes bancaires, appelé l'avocat, parcourir les documents que Julia avait aidé à organiser le printemps dernier, prendre des décisions. La liste n'était pas longue, mais elle était réelle, et elle était la mienne. J'ai sorti le dossier de l'étagère, celui que j'avais marqué Maison et Finances, et je l'ai ouvert sur la table de la cuisine. À l'intérieur, des reçus de rénovation que j'avais payés. Des factures de services publics toujours au nom de Julia. Des notes d'elle suggérant de rationaliser les choses, ce qui signifiait me retirer le contrôle lentement mais sûrement. Je me suis souvenu du jour où elle m'avait convaincu de l'ajouter à l'un de mes comptes courants juste pour les urgences. J'avais pensé que j'étais pragmatique. C'est comme ça qu'ils vous attrapent, n'est-ce pas? Ils ne prennent pas tout d'un coup. Ils grignotent jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez même plus ce qui était à vous. La chose suivante que j'ai faite a été d'ouvrir mes emails. Le site web de la banque avait été mis en signé il y a longtemps, bien que je me connectais rarement. Je laissais cela à Julia trop souvent. Mais pas aujourd'hui. J'ai réinitialisé le mot de passe, répondu aux questions de sécurité, heureusement toujours celles que j'avais choisies, et c'était là, mon solde toujours intact, toujours le mien. J'ai noté de me rendre à l'agence en personne. Je voulais des yeux à regarder, pas seulement des écrans. Je voulais des relevés imprimés, des formulaires d'autorisation examinés. Plus de comptes joints, plus d'accès pour la commodité. Juste moi, mon nom, ma signature. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la clarté. J'ai levé les yeux de mes notes et j'ai vu la photo sur le frigo. Une des rares que je n'avais pas rangée quand j'avais déménagé. Grace et moi debout dans le jardin avec Rachel entre nous, pas plus de 7 ou 8 ans. Ses mains pleines de basilic qu'elle avait arrachées directement du potager. Nous rions, toutes les trois. Pas en train de faire semblant, pas en train de poser, juste réel. Ce rire, je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Rachel de mémoire. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Grand-mère. Sa voix m'a frappé comme une lumière chaude. Salut, ma chérie. Une pause. Puis, tu vas bien? Maman a dit. Eh bien, elle n'a pas dit grand-chose, mais elle avait l'air furieuse. J'ai pensé que quelque chose s'était passé. J'ai souri. Quelque chose s'est passé. Je me suis souvenu que j'étais toujours en vie. Rachel est restée silencieuse un instant, puis a laissé échapper un petit rire. Eh bien, c'est une façon de le dire. Je suis parti, ai-je dit simplement. La nuit dernière, j'ai pris le rôti et je suis parti. Il y a eu une autre pause, mais pas de jugement. Juste une lente expiration. Bien, a-t-elle dit. Tant mieux pour toi. J'ai senti ma gorge se serrer. Voudrais-tu venir un de ces jours, ai-je demandé. Je ferai le déjeuner. Rien de fantaisiste. Demain, a-t-elle dit rapidement. Je veux dire, si ça te convient. Demain serait parfait. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison lentement. Je ne l'avais pas vraiment regardée depuis longtemps. Les rideaux que j'avais cousus moi-même avant la naissance de Julia. La lampe en céramique ébréchée que je refusais de remplacer. L'étagère pleine de vieux livres de poche que personne n'empruntait jamais. Chaque chose avait sa place. Chaque chose avait son poids. J'ai dépoussiéré. J'ai poli.
J'ai ouvert les fenêtres. La maison a expiré avec moi. À midi, je suis allé dans le jardin et je me suis tenu près des plates-bandes surélevées. La terre était sèche, mais pas désespérément. Le persil tenait encore bon. Quelques soucis obstinés inclinaient leur tête jaune. J'ai touché le bord en bois de la plate-bande et j'y ai laissé reposer mes doigts. Julia m'avait dit de ne plus m'occuper du jardin. C'est trop pour toi, maman. Laisse tomber. Elle ne comprenait pas. On ne lâche pas les choses qui vous rappellent qui vous êtes. On les arrose. Même si vos mains tremblent, même si vos genoux se plaignent, même si personne d'autre ne le remarque. Le téléphone n'a pas sonné à nouveau ce jour-là et c'était bien. Grace disait que j'étais la femme la plus forte qu'elle connaissait. Elle le disait quand je réparais la machine à laver moi-même ou quand je tenais la main de mon mari alors qu'il rendait son dernier souffle ou quand j'allais travailler 3 jours après ses funérailles parce que quelqu'un devait maintenir les lumières allumées. C'est drôle comme cette force devient invisible en vieillissant. Vous cessez d'être la femme qui portait la famille sur son dos et vous devenez la femme sur laquelle les gens parlent. Celle qu'on tapote sur la main, celle à qui on dit de se reposer, de s'asseoir, de ne pas se mettre en travers. Après la mort de Walter, je ne me suis pas effondré. J'ai cuisiné, nettoyé, payé l'hypothèque, travaillé tard. Julia avait 21 ans, fraîchement diplômée, et démangeait de déménager. Grace, encore au lycée, est restée proche. Elle avait toujours un pied dans le monde réel, jamais trop emportée par l'ambition pour oublier qui l'avait élevée. Julia avait de la motivation, sans aucun doute, mais Grace avait du cœur. Je me souviens du premier mois après sa mort, comment Julia n'arrêtait pas de dire « Tu dois laisser quelqu'un t'aider ». Alors que ce qu'elle voulait dire, c'était « Tu ne fais pas ça comme je pense que tu devrais le faire ». Elle a déménagé 1 mois plus tard. Elle a dit que la maison semblait trop lourde. Elle a dit qu'elle avait besoin d'air. Grace est restée. Elle a aidé avec les factures quand elle le pouvait. Elle travaillait à temps partiel après l'école. Elle me faisait rire quand les nuits devenaient trop calmes. Je la surprenais parfois assise sur le porche, parlant aux étoiles comme à de vieilles amies. Elle n'était jamais pressée de partir. Même quand elle s'est mariée, même quand elle a eu Rachel, elle prenait le temps. Ce genre d'amour ne crie pas, il se montre. Et quand le cancer est arrivé, elle y a fait face de la même manière qu'elle affrontait tout. Doucement, mais les yeux ouverts. Elle m'appelait avant chaque rendez-vous de chimiothérapie. Non pas parce qu'elle avait besoin de conseils, mais parce qu'elle savait que j'avais besoin d'entendre sa voix. Quand elle est morte, Julia m'a dit « Tu dois être forte maintenant pour Rachel ». Mais sa voix ne contenait aucune douceur. Cela ressemblait plus à une tâche qu'à un réconfort. Rachel n'avait que 12 ans. Elle a emménagé avec Julia parce que j'étais trop vieille pour élever une adolescente. Je voulais me battre pour dire que je pouvais encore être une mère même si mes genoux me faisaient mal et que mes mains tremblaient certains matins. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé faire. Et peut-être que c'était la première véritable reddition. Non pas à l'âge, mais au doute. Les années qui ont suivi se sont déroulées dans un flou de compromis. J'ai vendu ma voiture. Tu n'en as plus besoin, maman, dit Julia. Nous t'emmènerons partout où tu iras. Sauf qu'elles ne l'ont jamais fait. J'ai arrêté d'organiser des dîners. C'est plus facile chez nous, insista TL. J'ai arrêté de jardiner. Ton dos ne peut pas supporter ça. J'ai arrêté de décorer pour les fêtes. Laisse-nous faire. Repose-toi juste. Chaque fois que je lâchais quelque chose, je me disais que c'était juste pratique. Mais la praticité a un tranchant aiguisé. Vous ne réalisez à quel point elle coupe profondément que lorsque vous essayez d'attraper quelque chose et que vous découvrez que ce n'est plus à vous. Julia n'est pas cruelle. Pas de la manière dont les gens s'attendent à ce que la cruauté se manifeste. Elle n'élève pas la voix. Elle ne frappe pas. Ses outils sont le silence, la suggestion, le rejet. Elle est passée maître dans l'art de minimiser. Si je disais que quelque chose me faisait mal, elle clignait des yeux lentement et disait « Oh, je ne voulais pas dire ça comme ça. » Comme si ma douleur était gênante. Comme si mes sentiments étaient une erreur de traduction. C'est ce qui a rendu la nuit dernière différente. « Tu mangeras après tout le monde », a-t-elle dit. Pas avec malice, mais avec efficacité, avec une froideur si maîtrisée qu'elle passait pour de la logique. Je ne faisais pas partie de la célébration.
Je faisais partie du personnel. Et quand je me suis levé, que j'ai pris le rôti et que je suis parti, elle ne m'a pas arrêté. Pas même un murmure, juste le silence, qui m'a tout dit. Ce matin, après mon thé, j'ai ouvert une autre boîte que je n'avais pas regardée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les lettres de Grèce. De vraies lettres, manuscrites, scellées, timbrées. Elle croyait au papier. Les écrans mentent. Elle disait, l'encre dit la vérité. J'en ai lu 3. L'une parlait du premier récital de piano de Rachel, à quel point elle était nerveuse, comment ses mains tremblaient avant la première note, et comment elle souriait ensuite comme si elle avait gravi une montagne. Une autre était juste une liste de choses pour lesquelles Grèce était reconnaissante cette semaine. La troisième était plus difficile. Elle avait été écrite après un scan, celui qui montrait que le cancer s'était propagé. Je n'ai pas peur de mourir, écrivait-elle. J'ai peur d'être oubliée. J'ai plié la lettre et je l'ai serrée contre moi. Je ne t'ai pas oublié, ma chérie, murmurai-je. Jamais. J'ai passé l'après-midi à écrire une nouvelle lettre, celle-ci à Rachel. Pas des excuses, pas une plainte, juste une histoire, un extrait de souvenir de quand elle était petite. Et je lui ai appris à faire une pâte à tarte. Ses petites mains couvertes de farine, son visage sévère de concentration. J'ai terminé par « Tu as toujours été attentive. Je le vois maintenant. Je veux juste que tu saches. Moi aussi. » J'ai scellé l'enveloppe, j'ai écrit son nom et je l'ai placé près de la porte. Demain, je la lui donnerai en personne. Il y a une sorte de silence qui ne vient pas de la paix, mais de l'absence. C'était le genre qui remplissait la maison de Julia le matin après mon départ. Je l'imaginais pendant que je faisais bouillir de l'eau pour le thé. Comment les enfants chuchotaient au-dessus de leurs céréales, ne sachant pas pourquoi la chaise de grand-mère était vide. Comment le mari de Julia la regardait, attendant une explication. Et comment elle, avec tout son talent pour la déviation, ne disait probablement rien du tout. Le silence est plus facile que d'admettre que votre mère vous a laissé tomber devant vos invités avec le plat principal sous le bras. Je me suis assise sur mon porche avec mon thé, enveloppé dans un vieux cardigan que Grèce m'avait donné le Noël avant la naissance de Rachel. Les coudes étaient usés, une poche se détachait à la couture, mais il sentait encore légèrement sa lotion à la vanille préférée. J'ai regardé un écureuil traverser la clôture, puis se figer en plein mouvement, sentant que je le regardais. J'ai souri. J'aimais la compagnie. Vers 10 heures, j'ai entendu la voix de Rachel avant de la voir. Grand-mère. Je me suis levé trop vite et j'ai ressenti la douleur familière dans mon genou droit. Je suis là, ma chérie. Elle est apparue sur le côté de la maison, tenant un sac en papier marron, les cheveux attachés, les joues rouges. J'ai apporté des pâtisseries, dit-elle. De ce petit endroit près de la librairie, celui que tu aimais tant. J'ai failli rire. Aimais. Je l'aime toujours. Entre. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec de chaud roulé à la cannelle entre nous. Rachel a versé le thé comme elle m'avait vu le faire 100 fois. Elle l'avait probablement fait. Elle n'a pas posé de questions au début, et je ne me suis pas précipité pour expliquer. Nous avons juste mangé lentement, comme si nous avions le temps. J'ai vu le visage de maman hier soir, dit-elle finalement. Quand elle est revenue à table, elle avait l'air vide, comme si elle ne s'attendait pas à ce que tu partes vraiment. J'ai siroté mon thé. Moi non plus, jusqu'à ce que je le fasse. Je suis contente que tu l'aies fait. Elle a baissé les yeux. Je voulais dire quelque chose, mais je n'avais pas l'impression que c'était ma place. Ce n'était pas le cas, dis-je. Et pourtant, tu es là. Elle a souri, mais son sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Ce n'est pas une mauvaise personne, dit Rachel doucement. Mais elle te traite comme une faveur qu'elle fait à l'univers. Comme si elle attendait des applaudissements pour te laisser exister dans sa maison. Je n'ai rien dit. Je sais que ça a l'air dur, ajouta-t-elle. Non, dis-je, ça a l'air exact. Nous sommes restés dans cet accord silencieux un moment. Puis elle a sorti quelque chose de son sac, un trousseau de clés de maison. J'ai fait des doubles, dit-elle. Pour les urgences, bien sûr, mais aussi pour que je puisse venir quand tu veux, tu sais, si tu veux. J'ai pris les clés, je les ai pesées dans ma paume. 3 d'entre elles, l'une avec une couverture rose. J'ai mon mot à dire sur le porte-clés, taquinai-je.
Rachel a souri. C'est non négociable. Nous avons parlé encore un moment de l'école, de son travail à la bibliothèque, du chat du voisin qui n'arrêtait pas d'entrer dans son appartement par l'escalier de secours. Elle a dit qu'il s'appelait Clémentine, et qu'il avait des opinions sur tout. Quand elle est partie, je suis resté sur le porche jusqu'à ce que sa voiture tourne au coin de la rue. Puis je suis rentré, je me suis assise à table et j'ai tenu les clés un peu plus longtemps avant de les ranger dans le tiroir où je gardais la lampe de poche d'urgence, les piles de rechange et mes vieilles fiches de recettes. Je pensais me sentir plus seul, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais contenu, comme si j'étais revenu à une forme qui avait toujours été la mienne. Le reste de la journée s'est écoulé en petits gestes délibérés. J'ai ramassé le linge, les trié à la main, j'ai fait la vaisselle même s'il n'y en avait que quelques-unes, j'ai vérifié le courrier même si je n'attendais rien. Et puis, tard dans l'après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai ouvert la boîte à couture. Le couvercle a grincé. À l'intérieur, des boutons, des fils, des chutes de tissu, de vieilles épingles émoussées par le temps. J'ai sorti un morceau de coton bleu doux que j'avais acheté sur un coup de tête il y a 2 ans, prévoyant de faire une robe d'été à Rachel que je n'ai jamais commencé. Mes doigts bougeaient plus lentement maintenant, mais la mémoire musculaire est revenue. Je n'avais pas besoin de finir quoi que ce soit. Juste commencer. Juste rappeler à mes mains qu'elles savaient encore créer, pas seulement entretenir. Dehors, le ciel a pris cette douce teinte violette contusionnée qu'il a juste avant la nuit. Et le téléphone n'a toujours pas sonné. C'est Rachel qui a demandé la première, « Tu penses que maman sait encore qui tu es ?» Nous étions assises dans le salon, une théière entre nous, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle. Elle ne l'avait pas dit comme une attaque, juste une question sincère. Mais elle est tombée comme une pierre. J'ai remué mon thé, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose. Je pense qu'elle connaît la version de moi qu'elle a décidé de garder, dis-je. Rachel a incliné la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, commençai-je lentement, elle se souvient de la femme qui préparait ses déjeuners et signait ses autorisations de sortie scolaire. Celle qui gardait ses vêtements propres et son lit fait. Elle se souvient de moi à travers l'utilité, à travers les corvées, à travers la routine, mais pas à travers la joie, pas à travers les choses que j'aimais avant de devenir maman à temps plein. Rachel s'est penchée en avant, le menton posé sur sa main. Alors, qu'est-ce que tu aimais ? La question était simple, mais je n'y avais pas répondu depuis des années. J'aimais danser, dis-je après une pause. Principalement la danse de salon. J'ai fait partie d'une équipe universitaire pendant 1 an avant de rencontrer ton grand-père. Et j'aimais les vieux disques de jazz et les sablés au citron et nager à la carrière les jours les plus chauds de juillet. Je me suis arrêté, surprise par la tension soudaine dans ma poitrine. Et j'aimais les dimanches matins quand la maison était calme et que je m'asseyais près de la fenêtre avec un livre et que personne n'avait besoin de quoi que ce soit de moi. Rachel a souri doucement. Je n'ai jamais su ça. Bien sûr que non. Personne n'a jamais demandé. Elle semblait sur le point de parler, mais son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, a grimacé et l'a retourné face contre terre sans répondre. Ta mère ? Elle a hoché la tête. Elle est intense. Elle n'arrête pas de demander où je suis, si j'ai pris de tes nouvelles. Comme si elle se souciait à nouveau. Elle n'aime pas quand les choses bougent sans elle. Maniaque du contrôle. Elle ne pense pas l'être. C'est ça le problème. Elle pense qu'elle sauve les gens. Elle pense qu'elle protège la famille de l'embarras, du désordre, de « Dieu nous en préserve », l'inconfort. Rachel a haussé un sourcil. En disant à sa propre mère d'attendre que tout le monde ait mangé. J'ai haussé les épaules. C'est le genre de confort auquel elle croit. Hiérarchie, performance. Elle veut que sa vie ait l'air propre à l'extérieur, peu importe la moisissure qui pousse en dessous. Rachel a secoué la tête. Je ne veux pas devenir comme ça. Tu ne le feras pas, dis-je en lui prenant la main. Tu poses des questions, tu es présente. Elle m'a doucement serré les doigts. Cet après-midi, nous sommes allés nous promener dans le quartier. L'air sentait les feuilles humides et la fumée de cheminée. Rachel portait un sac en papier de biscuits qu'elle avait pris en chemin, et nous les avons partagés en marchant. Le regrettes-tu jamais ? Demanda-t-elle soudainement. Tout ce que tu as abandonné ? J'ai réfléchi un moment.
Le trottoir s'est fissuré sous nos pieds. Un corbeau a appelé depuis un fil au-dessus de nos têtes. Je regrette d'avoir pensé que cela serait remboursé. Rachel n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, c'est juste. Quand elle m'a déposé plus tard, elle m'a serré plus fort que d'habitude. J'ai regardé sa voiture disparaître sur la route, puis je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Non pas par peur, mais par choix. J'aimais savoir qui je laissais entrer. Cette nuit-là, je me suis assise près de la radio et j'ai trouvé une station qui jouait encore du jazz. John Coltrane spécifiquement. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de l'odeur des sols cirés, du poids d'une main sur ma taille, du frisson de tourner au rythme d'un tempo plus grand que nous deux. Je n'ai pas dansé, pas vraiment, j'ai juste balancé en place. Mais c'était suffisant. Le lendemain matin, Julia est venue à la maison. Je l'ai vue à travers la fenêtre, debout, raide sur le porche, tenant quelque chose dans ses bras. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé frapper 2 fois. Puis j'ai ouvert la porte. « Salut, maman », dit-elle. Sa voix était trop vive, trop fragile. J'ai hoché la tête. « Julia. » Elle tendit un plat recouvert de papier d'aluminium. « J'ai ramené tes Tupperware et un peu de dinde. Eh bien, de ce qu'il restait. » Je l'ai regardé et je ne l'ai pas pris. « J'ai à manger, dis-je. » Son sourire vacilla. Je pensais juste. « Pourquoi es-tu vraiment là, s'emporta-t-elle. Est-ce si étrange que je vienne te rendre visite? » Oui, dis-je simplement. Elle regarda derrière moi dans la maison. Rachel m'a évité. Elle a été ici. Une pause. Julia prit une inspiration. Maman, je sais que les choses ont été tendues, mais tu dois comprendre qu'il y avait des attentes des invités. Je ne voulais pas être irrespectueuse. Tu ne t'en souciais juste pas. Ce n'est pas juste. Non, dis-je, ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Nous sommes restés là quelques secondes, l'air entre nous épais de choses qui n'avaient jamais été dites. Elle tendit le plat à nouveau. Je n'ai pas bougé. J'ai fait un rôti, dis-je doucement. Julia cligna des yeux. Quoi? J'ai fait un rôti la nuit où je suis parti. Je me suis assise dans ma propre cuisine à ma propre table et je l'ai mangé pendant qu'il était encore chaud. Elle sembla confuse, comme si elle ne pouvait pas décider si j'étais en colère ou fière. Maman, je n'ai pas besoin de tes restes, dis-je doucement. Puis j'ai fermé la porte. Je n'ai pas verrouillé la porte après le départ de Julia. Je n'en avais pas besoin. Certaines limites sont plus fortes que les verrous. Je suis resté dans le couloir un instant, m'accrochant au calme. Mes mains ne tremblaient pas. Mon souffle ne s'est pas coupé. La vieille peur, celle qui dit que tu es ingrate, ou qu'elle voulait bien faire, était partie. Elle s'était évanouie quelque part entre la porte d'entrée et la première bouchée de ce rôti que j'ai mangé seul. Et comme toute chose morte, elle n'avait plus de pouvoir. Plus tard, j'ai enveloppé le plat qu'elle avait apporté dans un torchon et je l'ai apporté dans la rue jusqu'au congélateur de la paroisse. Ils y acceptent la nourriture en silence. Pas de questions, pas de paperasse, juste une âme bienveillante qui s'assure que rien ne soit gaspillé. J'ai placé la dinde à l'intérieur, j'ai laissé le Tupperware, et je suis rentré sans me retourner. Quand je suis revenu, la bouilloire était encore chaude. C'est là que j'ai su ce que je devais faire ensuite. Pendant des années, j'avais laissé Julia gérer les choses. Les factures, les comptes en ligne, les renouvellements. Ça a commencé petit. Un rappel pour payer l'électricité. Une suggestion de lier nos forfaits téléphoniques. Puis sont venus les comptes bancaires. Elle m'a convaincu de la faire utilisatrice autorisée sur l'un d'eux au cas où quelque chose arriverait, puis sur un autre. Puis les paiements automatiques ont commencé. Les frais de scolarité pour les enfants, une partie des courses, même une contribution mensuelle pour l'aide ménagère que je n'ai jamais vraiment vu détaillée. Je n'ai pas argumenté. Je me suis dit que j'étais serviable, que les familles se soutenaient mutuellement, qu'elle avait tant fait pour moi en me laissant vivre avec eux. Maintenant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point elle avait habilement construit la cage. Non pas par cruauté. Non, juste par un sentiment de droit, discret, subtil et constant. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes dossiers avant d'emménager avec Julia. Mon nom figurait toujours sur tous les comptes.
La banque avait changé son logo depuis la dernière fois que j'avais géré les choses, mais le fond restait le même. J'ai appelé directement l'agence. Oui, Madame Ansley, dit le jeune homme après avoir confirmé mon identité. Vous êtes toujours la titulaire principale du compte d'épargne et du compte courant joint. Comment puis-je vous aider? J'aimerais apporter quelques modifications, dis-je, mais je préférerais le faire en personne. Bien sûr. Avez-vous besoin d'aménagement? Nous avons des services assistés si. Je peux marcher. Merci. Il hésita. Nous sommes ouverts jusqu'à 17 heures. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché et me suis changé pour mettre un pantalon et un pull bleu marine. Quelque chose de solide, quelque chose à moi. J'ai épinglé ma barrette en argent, celle que Grace disait toujours me rendre élégante et posée. Puis j'ai pris mon sac en cuir usé, j'ai glissé mon bloc-notes à l'intérieur et j'ai marché jusqu'au coin pour prendre le bus. Ça faisait du bien d'attendre à l'arrêt. Normal, ancré. Personne ne me conduisant comme un bagage. Personne n'appelant pour demander où j'allais. Juste moi, dehors dans le monde, faisant quelque chose pour moi-même. À la banque, le même jeune homme qui avait répondu au téléphone m'a accueilli au comptoir. Son badge indiquait « Kevin ». Il sourit poliment, mais semblait légèrement mal à l'aise, comme si j'allais me mettre à pleurer ou à me plaindre à tout moment. C'est ce qu'ils attendent des femmes de mon âge, des larmes ou de la confusion. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. J'aimerais retirer un utilisateur autorisé de 2 comptes, dis-je en posant ma carte d'identité à plat sur le comptoir. Il cligna des yeux. Oui, bien sûr. Si vous voulez bien passer dans l'un de nos bureaux, je vous apporterai les formulaires. 10 minutes plus tard, j'étais assise à un bureau poli, signant des papiers d'une main ferme. Voudriez-vous également révoquer les autorisations d'accès en ligne, demanda-t-il. Oui. Et les virements automatiques. Tous. Il fit une pause, ses yeux parcourant l'écran. Il y a un virement récurrent de 450 $ chaque mois vers un compte de frais de scolarité. Je sais, dis-je. Annulez-le. Une autre pause. Il y en a aussi des plus petits. Abonnement, service à domicile, quelques activités de covoiturage. Les reconnaissez-vous? Non. Annulez tout. Il hocha la tête et commença à taper. Vous recevrez des emails de confirmation plus tard dans la journée. Je lui ai tendu une nouvelle adresse email que j'avais créée ce matin-là. Envoyez-les ici. Ses doigts hésitèrent à nouveau. Madame Ansley, si je puis me permettre. C'est un changement significatif. Voudriez-vous que nous signalions le compte au cas où quelqu'un tenterait de rétablir l'accès sans votre consentement? Je le regardai droit dans les yeux. Oui, signalez-le. Quand ce fut fait, il se leva et me raccompagna à la porte. Autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? J'ai souri. Vous avez déjà fait plus que vous ne le savez. Dehors, le vent s'était levé. J'ai serré mon pull contre moi, mais je n'avais pas froid. Pas vraiment. Mon corps bourdonnait. Non pas d'adrénaline, mais de certitude. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement quel nom était sur quoi. Et ce n'était que le début. Le bureau de l'avocat sentait le polish au citron et le vieux papier. J'y avais été une fois auparavant, des années auparavant, quand Walter et moi avions rédigé nos testaments après sa première alerte cardiaque. Le bâtiment était le même. Des couloirs étroits, des moulures éraflées, mais la réceptionniste était nouvelle, et les chaises de la salle d'attente étaient maintenant en faux cuir au lieu de velours. Le genre de changement dont personne ne parle, mais que l'on ressent tout de même. Madame Ansley, sourit la réceptionniste. Vous êtes ici pour voir Monsieur Abrams. J'ai hoché la tête. Il m'attend. Elle me conduisit dans un court couloir et dans un petit bureau aux hautes fenêtres. L'homme derrière le bureau se leva quand j'entrai, plus grisonnant que dans mon souvenir, mais sa poignée de main était toujours ferme. Evelyne, dit-il, me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Ça fait un moment. Oui, trop longtemps. Il s'assit et croisa les mains. Qu'est-ce qui vous amène? Je n'ai pas hésité. J'aimerais réviser mon testament et je veux créer un trust pour ma petite fille. Il cligna des yeux une fois. Très bien. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix. Juste un professionnalisme calme,
ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Vous vous souvenez de Grace? Bien sûr. Elle est partie maintenant. Ça fait un moment. Je suis désolé. J'ai hoché la tête une fois. Elle a laissé une fille, Rachel. Je veux m'assurer que tout ce qui me reste lui revienne, pas à mon autre fille. Il ne broncha pas. Nous pouvons faire ça. Je veux aussi protéger ses actifs tant que je suis en vie, ai-je ajouté. Rachel est jeune, mais je lui fais plus confiance qu'à quiconque. Je ne veux pas que Julia ou qui que ce soit d'autre ait accès à quoi que ce soit en mon nom. Monsieur Abrams a ouvert un bloc-notes juridique et a commencé à prendre des notes. Nous pouvons créer une fiducie vivante. Vous conserverez le contrôle en tant que fiduciaire, mais désignerez Rachel comme bénéficiaire. De cette façon, le moment venu, elle héritera sans passer par l'homologation. Bien. Je recommanderais également de révoquer toute procuration financière qui nomme actuellement Julia. C'est déjà fait, dis-je. La banque a été informée. Son accès a disparu. Il leva les yeux, les lèvres esquissant quelque chose entre un sourire et un signe d'approbation. Je veux que le trust inclue la maison, continuai-je. Tous les comptes que je détiens encore, tous les investissements, tout. C'est faisable. Nous dresserons un tableau des actifs et transférerons la propriété à l'entité du trust. Vous continuerez à vivre dans la maison. Utilisez les fonds, mais légalement, le trust en est propriétaire. Parfait. Il me regarda un instant. Son stylo suspendu au-dessus du papier. Puis-je vous demander ce qui a motivé ce changement, Evelyne? J'ai pris une profonde inspiration. Elle m'a dit de manger après tout le monde. Ses sourcils se froncèrent, puis se lissèrent à nouveau. Il n'avait pas besoin des détails. La phrase était suffisante. Je vois. Elle gère les choses depuis des années. Pas mal, mais pas gentiment non plus. J'ai laissé faire. Je pensais que j'étais utile. Mais dernièrement, j'ai commencé à me souvenir que j'étais toujours une personne, pas un devoir, pas un portefeuille avec un cardigan. Il prit quelques notes supplémentaires. Je ne veux pas que ce soit une punition, ajoutai-je. Je veux juste être clair sur ma position. Je veux que Rachel ait ce que j'ai construit, pas ce que quelqu'un d'autre a siphonné. Elle l'aura. Le rendez-vous a duré 1 heure de plus. Au moment où nous avons fini de revoir les formulaires et d'esquisser les imprévus, je me sentais plus stable que depuis des mois. Alors qu'il glissait les brouillons de papier dans un dossier, Monsieur Abrams me regarda avec un respect silencieux. La plupart des gens attendent trop longtemps, dit-il. Jusqu'à ce qu'ils soient déjà épuisés. J'ai attendu assez longtemps. Il se leva pour me raccompagner. Quand tout sera finalisé, je vous appellerai, dit-il. Mais vous devrez revenir pour les signatures. Je serai là. Dehors, le ciel était devenu gris ardoise et l'air sentait la pluie. Je ne me suis pas précipité. J'ai passé la pharmacie, la boulangerie, le petit parc avec la balançoire rouillée. Je me suis assise sur un banc sous les arbres et j'ai juste respiré un moment. Il y a quelque chose d'étrange à reprendre le contrôle après l'avoir abandonné si longtemps. Cela ne semble pas triomphant. Cela semble calme, comme ajuster sa posture après des années à s'être penché dans le mauvais sens. Mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. Tout va bien, grand-mère? J'ai tapé en retour. Ça commence à aller. Puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai écouté le vent dans les feuilles. Les papiers étaient prêts en 1 semaine. Je suis retourné au bureau de Monsieur Abrams un jeudi matin. Le ciel était clair pour une fois, le soleil s'accumulant comme de l'or sur les trottoirs, mais le vent soufflait encore. Je portais mon manteau de laine, celui que Grace m'avait acheté l'année où elle avait eu sa promotion. Elle disait qu'il me donnait l'air de quelqu'un qui ne demande pas la permission. Je l'ai soigneusement plié sur le dossier de la chaise dans le bureau de Monsieur Abrams pendant qu'il étalait les documents sur le bureau. Voici la révision du testament, commença-t-il, tapotant chaque page doucement. Voici le contrat de fiducie. Rachel est nommée seule bénéficiaire. Vous êtes le fiduciaire. Les comptes de la maison et les fonds d'investissement sont listés dans l'annexe A. Et ici, il fit une pause, et la révocation formelle de la procuration financière. J'ai regardé l'épaisse enveloppe marquée Julia Ansley. Elle était déjà adressée et timbrée. Elle recevra une copie,
confirma Théil. Ainsi que la lettre de cessation. Elle n'aura plus aucune autorité légale pour agir en votre nom. J'ai pris le stylo. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai signé chaque page lentement, délibérément, regardant l'encre se courber derrière moi comme une trace que je pouvais enfin voir se former en temps réel. Quand nous avons fini, Monsieur Abrams a tout rassemblé et a glissé les documents signés dans un grand classeur. Voilà, dit-il. Vous n'opérez plus sous l'hypothèse ou l'habitude. Tout est de nouveau légalement à vous. J'ai hoché la tête. Bien. Il y a encore une chose, dit-il en ouvrant un petit tiroir. Voulez-vous inclure une directive médicale? Quelqu'un pour parler en votre nom si vous ne pouvez pas. Je n'ai pas hésité. Rachel. Elle a moins de 30 ans, avertit-il doucement. C'est bien selon la loi, mais émotionnellement, c'est la seule qui demande encore ce que je veux. Il a hoché la tête et a glissé le formulaire sur la table. Nous avons terminé en moins de 20 minutes. Quand je me suis levé pour partir, Monsieur Abrams m'a offert le classeur. Gardez ceci en lieu sûr et faites savoir à Rachel où il se trouve. Je le ferai. Et Evelyne. Je me suis retourné. Vous ne faites pas que récupérer des choses, vous les protégez. Il y a une différence. J'ai hoché la tête. C'est exactement ce que je fais. J'ai pris le long chemin du retour. J'ai traversé le quartier de Julia et je n'y suis pas entré. J'ai passé l'école où Rachel jouait du violon dans le concert de 3e année. J'ai passé la quincaillerie où Walter achetait des clous dont il n'avait pas besoin juste pour parler au propriétaire. Quand j'ai atteint ma maison, je l'ai ressenti d'une nouvelle manière. Non pas comme un fardeau, non pas comme un musée, mais comme un abri, un bastion. Le mien. J'ai placé le classeur dans le tiroir avec la lampe de poche d'urgence et le carnet de chèques de rechange. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écrit une lettre à Rachel. Pas dramatique, pas émotive, juste des instructions, où se trouvait le classeur, qui appeler, quoi faire si et quand. Quand j'ai eu fini, j'ai glissé la lettre dans une enveloppe et j'ai écrit son nom en lettres capitales sur le devant. Puis je l'ai placé sous le vieux pot à biscuits, celui qu'elle soulève toujours quand elle vient, comme si j'avais pu y laisser quelque chose de doux à l'intérieur. Je suis resté un moment près de la fenêtre, sirotant mon thé, regardant la lumière de fin d'automne changer sur la cour. Le téléphone a sonné une fois, puis encore, je l'ai laissé sonner. 5 minutes plus tard, un texto est arrivé. Julia, nous devons parler. C'est important. Je l'ai supprimé sans lire plus loin. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les toits, j'ai sorti mon agenda et j'ai commencé à faire des listes. Non pas des listes de corvées, mais des listes de choses que je voulais, une nouvelle paire de chaussures de marche, un petit potager surélevé pour le printemps, un voyage, juste un week-end quelque part avec de l'eau. Pas de grandes choses, pas de choses fantaisistes, juste les miennes. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur, non pas par peur, mais comme une déclaration tranquille. J'étais chez moi. Julia n'a pas frappé cette fois. Elle a sonné une fois, puis encore, plus fort, plus longtemps. J'ai attendu, finissant mon thé. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait raide sur le porche, les bras croisés, le visage tendu. Nous devons parler, dit-elle. Je ne bougeais pas. Ses yeux se plissèrent. Ne joue pas l'idiote, maman. Tu as tout révoqué. J'ai reçu la lettre de l'avocat, le trust, le testament. Tu m'as complètement exclu. Je reculai et j'ouvris la porte plus grande. Alors tu as déjà la réponse. Elle me dépassa en se faufilant dans le salon, sans y être invitée. Elle marchait toujours comme si la maison lui devait ses murs. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, se retournant pour me faire face. Pourquoi, après tout ce temps? Tu vis sous mon toit pendant plus d'1 an, et soudain je suis la méchante. Je m'assis dans ma chaise près de la fenêtre, calme. Je ne vis plus sous ton toit. Tu es resté ici gratuitement, claqua-t-elle. Nous avons pris soin de toi. Non, dis-je, j'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai ramené tes enfants de l'école. J'ai payé la moitié de tes factures. Ce n'était pas des soins. C'était un arrangement. Et je ne fais pas d'arrangement qui m'efface. Julia cligna des yeux. Pendant une seconde, sa bouche bougea mais ne produisit aucun son.
Elle ne s'attendait pas à cette clarté. Elle était venue préparée pour la culpabilisation. Tu es dramatique, dit-elle finalement. Non, je suis exact. Elle commença à faire les 100 pas. Tu vas tout laisser à Rachel. Elle a 22 ans. Elle ne sait rien des finances. Elle apprendra. J'aurais dû faire partie de cette conversation. J'aurais dû. Tu as eu des années, l'interrompis-je. Des années pour me traiter comme une personne, pas comme un fardeau. Tu ne l'as pas fait. Julia arrêta de faire les 100 pas. Je ne voulais pas te blesser. Tu t'en fichais juste si tu le faisais. Elle tressaillit, mais je maintiens son regard. Toutes ces années, dis-je doucement. Tu pensais que je ne le remarquerais pas. Tu me disais quand parler, quand m'asseoir, quand manger. Tu l'habillais en inquiétude, mais c'était toujours du contrôle. Elle croisa à nouveau les bras, sur la défensive maintenant. J'essayais de maintenir les choses gérables. Pour qui? Son silence me dit tout. Après un moment, elle s'assit en face de moi, sa voix s'adoucissant. Tu aurais pu dire quelque chose plus tôt. Je l'ai fait. Tu ne l'as pas entendu. Ou peut-être que tu l'as entendu et ignoré. Sa mâchoire se serra à nouveau. Tu m'as fait passer pour un monstre froid. Je n'ai rien fait de toi. J'ai juste arrêté de mentir sur ce que je ressentais. Elle expira fortement et se frotta le front. Alors, c'est tout. Tu en as juste fini avec moi. Je l'ai regardée, ma fille, une femme que j'avais nourrie, vêtue et protégée. Et je ne ressentais aucune haine, juste de l'épuisement. Non, dis-je doucement. Je n'en ai pas fini avec toi, mais j'en ai fini de vivre selon tes conditions. Elle n'a plus parlé après cela. Nous sommes restés silencieuses pendant un long moment, le soleil de l'après-midi peignant des lignes nettes sur le sol. Finalement, elle s'est levée. Tu veux que je parte? J'ai hoché la tête. Oui. Julia eut l'air de vouloir en dire plus, mais elle se tourna, marcha vers la porte et sortit. La porte se referma doucement derrière elle. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti de l'espace, le genre qui m'appartenait autrefois, le genre dans lequel j'avais oublié comment respirer. Plus tard ce soir-là, Rachel a appelé. Comment vas-tu? Demanda-t-elle. Mieux, dis-je. Plus clair, elle fit une pause. Elle est venue, n'est-ce pas? Oui. Ça a aidé. J'ai réfléchi un instant. Ça m'a aidé à me souvenir que les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Rachel n'a rien dit, mais je pouvais entendre la chaleur dans son souffle. Bien, chuchota-t-elle. C'est bien. Nous n'avons pas parlé longtemps. Nous n'en avions pas besoin. Parfois, ce n'est pas une question de ce que vous dites. C'est une question d'être enfin entendu. Les jours suivants furent bruyants. Pas le genre que l'on entend, mais celui qui remplit votre téléphone. Appel manqué. Messages vocaux à l'urgence polie. Texto qui commençait par « Maman, je pense qu'il faut qu'on parle » et se terminait par « C'est allé trop loin ». Certains de Julia, quelques-uns de son mari, Alan, qui ne me parlait jamais directement à moins que l'assurance voiture n'expire ou qu'une cocotte ne doive être rendue. Les messages se sont brouillés après un certain temps. Des excuses enveloppées d'attente. De l'inquiétude déguisée en contrôle, et sous tout cela, un seul fil. Il perdait l'accès et il ne savait pas comment fonctionner sans. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une vengeance. C'était de l'espace. J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'ai passé les matins sur le porche avec une couverture et un livre. Je relisais le même paragraphe 4 fois, non pas parce que je ne pouvais pas me concentrer, mais parce que j'aimais le rythme des mots. J'avais oublié ce que les livres faisaient ressentir dans la main, comment ils changeaient la texture du temps. Vers midi chaque jour, je marchais, pas loin, juste dans le quartier, devant la quincaillerie, devant le bureau de poste où Monsieur Duncan flirtait toujours sans vergogne malgré ses 92 ans et sa quasi-surdité. Parfois je ramassais des citrons ou du pain frais. Parfois je n'achetais rien du tout juste pour me souvenir ce que ça faisait de bouger librement dans un endroit sans but. La maison est restée chaude. J'ai cuisiné pour moi, en petite quantité. 2 muffins, pas 12. Une marmite de soupe, pas un tonneau. J'ai mangé à table, pas devant un écran,
pas debout près de l'évier, et toujours dans une vraie assiette. Cela comptait pour moi. Le troisième soir, la sonnette a retenti. Pas Julia, pas Alan. C'était Toby, le jeune cousin de Rachel, le fils de Julia, 16 ans. Tout en longues jambes et en énergie nerveuse. Il tenait un sac en papier et ne voulait pas me regarder dans les yeux. Maman m'a dit d'apporter ça, dit-il, tendant le sac en avant. C'est eux. De la nourriture, je crois, et une carte. Je l'ai pris plus pour lui que pour moi-même. Tu veux entrer? Il hésita, puis hocha la tête. À l'intérieur, il resta maladroitement dans le couloir pendant que je posais le sac sur le comptoir et que je regardais à l'intérieur. Du poulet dans des récipients en plastique. Une part de tarte. La carte n'était pas signée. Toby s'éclaircit la gorge. Je crois qu'elle a peur. De quoi? De ne pas être pardonné. J'ai hoché la tête. Et toi? Il haussa les épaules. Je suis juste confus. Tu étais toujours là. Maintenant tu ne le es plus. C'est ce qui se passe quand les gens arrêtent de te voir. Il baissa les yeux sur ses baskets. Rachel dit que tu n'es pas en colère, mais fatigué. C'est vrai. Il hocha de nouveau la tête. J'aimais bien quand tu vivais avec nous, dit-il, même si maman a toujours fait comme si tu étais de trop. J'ai souri. Merci. Il regarda autour de la maison, observant les photos, le calme. C'est différent ici. Ça sent le vrai. Cela m'a fait rire. C'est probablement les oignons. Il sourit. Avant de partir, il s'arrêta près de la porte. Sommes-nous toujours une famille? Je le regardais, si jeune, sa voix encore en formation. Toujours, dis-je. Mais la famille et les limites ne sont pas des ennemis. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as le droit de dire non aux gens que tu aimes. Oh. Il resta là une seconde de plus, puis s'avança et me serra dans ses bras. Maladroit et rapide, mais réel. Après son départ, je me suis assise à table avec la carte. Pas de signature, pas de note, juste un intérieur vierge avec un mot tapé sur le devant. Désolé. Cela ne me semblait pas suffisant. Mais je n'attendais pas que ce soit cette nuit-là. Je n'ai pas éteint le téléphone. J'ai juste baissé le volume. Le son de ma propre respiration était suffisant. Julia a attendu une semaine entière avant de réessayer. Cette fois, c'est arrivé par courrier. Une enveloppe bleu pâle, son écriture sur le devant. Elle avait toujours une écriture soignée, nette et penchée comme si elle essayait encore d'impressionner un professeur. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, le couteau glissant facilement à travers le pli. À l'intérieur, une carte avec un liseré doré, le genre que les gens envoient pour les fêtes ou les condoléances polies. Pas d'émotion, juste de l'élégance. Le message à l'intérieur était court. Commençons à nouveau. Viens dîner. Dimanche, juste la famille, juste nous. Amour, Julia. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai mise de côté. Je n'avais pas besoin de temps pour réfléchir. Je connaissais déjà la réponse. Quand le dimanche est arrivé, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement préparé mon propre dîner. Carottes rôties, un morceau de poisson, riz au zeste de citron, et je l'ai mangé près de la fenêtre alors que le ciel devenait doux et doré. Vers 19h, le téléphone a sonné. Julia. Je l'ai laissé sur la messagerie vocale. Puis ça a sonné encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Sa voix était sèche. Trop stable. Tu as eu la carte. Oui. Nous t'avons attendu. Je sais. J'ai fait l'agneau. Ta recette. J'ai remué mon thé. C'est gentil. Elle a expiré brusquement. Tu me punis? Non, dis-je, je refuse. Elle n'a pas compris. Je l'ai entendu dans le silence. C'est juste un dîner, maman. Ce n'est jamais juste un dîner avec toi. Une pause. J'essaie d'arranger les choses. Non, dis-je, tu essaies de remettre le plateau à zéro,
de revenir à ce qui était confortable pour toi, mais je ne joue plus. Sa voix s'est brisée juste légèrement. Rachel dit que tu as changé. Elle a raison. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Rien, dis-je. C'est le but. Le silence s'est étiré longuement entre nous. Puis, d'une voix plus petite, elle a dit, tu me manques. Je te crois. Plus de silence. Mais je ne reviendrai pas, ai-je ajouté. Je ne m'assiérai pas à une table où on me demande de gagner ma place. Je n'échangerai pas ma présence contre une permission. Sa voix s'est durcie. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Non, dis-je, je pense que je me souviens enfin que je compte. Elle n'a pas répondu. Et je n'ai pas comblé le vide. Finalement, elle a dit, je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu n'as rien à faire, dis-je doucement. Arrête juste de t'attendre à ce que je redevienne qui j'étais quand je m'étais oublié. Elle a mis fin à l'appel, non pas avec colère, mais avec une sorte de finalité. Une porte qu'elle ne savait pas ouvrir et qu'elle n'était pas prête à franchir. Je suis resté assis là longtemps, écoutant le silence. Ni seule, ni triomphante, juste immobile. Plus tard, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti l'enveloppe bleue et je l'ai déchirée en deux. Puis encore, et une fois de plus. Les morceaux sont tombés dans la poubelle comme des pétales séchés. Je suis allé me coucher tôt. Pas de rêve, juste du repos. Et le matin, je me suis réveillé sans appréhension. J'ai signé le bail un mardi. C'était un petit appartement, 2 pièces et une cuisine au 2e étage d'un immeuble calme près du parc. Rien de grandiose, rien de poli, mais les fenêtres donnaient à l'est, et la lumière inondait comme du miel chaque matin. Cela comptait plus que n'importe quel comptoir en granit. Le propriétaire, Monsieur Patel, était gentil. Il a aidé à porter les cartons par les escaliers étroits et m'a montré où se trouvait le tableau électrique, juste au cas où. Quand j'ai demandé si je pouvais peindre les armoires de cuisine, il a haussé les épaules et a dit, tant que vous ne choisissez pas le noir, je vous fais confiance. J'ai choisi le vert sauge. Rachel m'a aidé à m'installer. Nous en avons fait une journée. Nous avons déballé lentement, buvant du thé glacé dans des mugs dépareillés, et riant quand nous trouvions des choses que je ne me souvenais même pas posséder. Elle a accroché une petite impression encadrée au-dessus de l'évier. Un citronnier, doux et fané. Ça te ressemble, dit-elle. Enraciné, mais toujours en croissance. J'ai souri. C'est plus gentil que d'être traité de forte au point. Nous avons passé l'après-midi à ranger les bibliothèques. Les lettres de Grèce sont allées dans une boîte en bois qui vivait maintenant sur la table d'appoint, assez près pour être touchée. Le soir venu, Rachel a dû partir. Avant de le faire, elle a placé une plante, un poteau retombant, sur le rebord de la fenêtre. Chaque femme a besoin d'une plante, dit-elle. C'est la preuve que vous pouvez encore nourrir quelque chose. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai écouté le nouveau silence. Différent du silence de la maison de Julia. Celui-ci ne pressait pas. Il accueillait. Il ne demandait rien. J'ai préparé un dîner simple. Épinards sautés, un œuf à la coque, du pain grillé. Je l'ai mangé lentement, regardant les ombres grimper sur le mur d'en face. Personne n'a demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'accompagnement. Personne n'a critiqué la mollesse du jaune. Le lendemain matin, j'ai rencontré ma voisine. Elle s'appelait Ruth, 83 ans, et elle marchait avec une canne recouverte d'autocollants floraux sur toute la hampe. « C'est vous la nouvelle ?» dit-elle en me regardant comme un commerçant regarde une nouvelle livraison. Je suppose que oui. Elle fit un signe de tête vers ma porte. Ne sortez pas les poubelles avant 17 heures. On nous inflige une amende. Et la dame du 2B nourrit les écureuils, mais ne le dites pas à la direction. Je l'aime trop pour l'avoir expulsée. J'ai souri. Merci pour l'avertissement. Elle se pencha, baissant la voix. Vous avez divorcé? Non, veuve. Elle inclina la tête. Alors qu'est-ce qui vous amène ici? Je n'ai pas hésité. Je me suis souvenu que j'avais le droit de vivre selon mes propres termes. Ses lèvres se crispèrent. Eh bien, il était temps. Nous sommes restés dans le couloir à parler pendant 20 minutes d'arthrite, de vieux films et de quel marché avait les meilleurs produits. Elle me rappelait un peu moi-même, vive quand il le fallait, mais gentille au fond.
Une femme qui avait enduré plus qu'elle ne le laissait paraître. Cet après-midi-là, j'ai réarrangé le tiroir à couverts, non pas parce que c'était faux, juste parce que je le pouvais. J'ai mis les fourchettes devant, les couteaux derrière. Cela n'avait aucun sens logique, mais cela me plaisait. Plus tard, j'ai fait le tour du pâté de maison, juste une fois, assez pour sentir l'air sur ma peau, assez pour me sentir faire partie de la journée. Et quand je suis revenu, il n'y avait aucune attente qui m'attendait. Juste le doux bourdonnement du radiateur, juste le citronnier au-dessus de l'évier. Juste moi dans mon espace sans personne pour demander ce que je faisais là. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de visiter ma propre vie. L'enveloppe était couleur crème et adressée d'une écriture large et bouclée. J'ai failli la jeter avec les prospectus et les courriers promotionnels. Seule l'adresse de l'expéditeur m'a arrêté. Helen Carter. Je n'avais pas entendu ce nom depuis plus de 30 ans. Nous avions vécu à 2 maisons l'une de l'autre quand les filles étaient petites. Elle avait des jumeaux, tous deux bruyants et rapides, et toujours en train de traîner de la boue dans sa cuisine. Nous nous asseyions sur ses marches arrière, buvant du café pendant que les enfants transformaient le jardin en zone de guerre. Elle fumait des menthols et portait ses cheveux en une tresse qui lui pendait dans le dos comme une corde. Elle a déménagé après que son mari ait été muté en Idaho. Nous avons promis d'écrire. Nous ne l'avons pas fait. J'ai ouvert la lettre à la table de la cuisine, le thé était déjà en train d'infuser. Le papier était épais, l'encre un peu fanée. Evie, commençait-elle. J'ai vu ton nom dans le bulletin de l'église. Ils ont dit que tu avais parlé lors d'une collecte de fonds commémorative pour Grèce le printemps dernier. Je n'y croyais pas. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à trouver les bons mots, mais quand j'ai revu ton nom, j'ai su que je devais te contacter. Elle se souvenait de Grèce, se souvenait de son rire, se souvenait d'elle dessinant des images sur le trottoir à la craie et insistant sur le fait que c'était des inventions. Elle a écrit sur ses garçons, l'un maintenant enseignant, l'autre travaillant dans la foresterie. Elle avait des petits-enfants, un chien, une nouvelle hanche. Elle a dit qu'elle était plus lente maintenant, mais pas encore finie. Puis vers la fin, je me souviens encore de la femme qui dansait pieds nus sous la pluie pour ton 40e anniversaire. Celle qui disait, si le monde est déjà mouillé, autant bouger avec lui. J'espère que tu as continué à danser. Et sinon, eh bien, il n'est jamais trop tard. J'ai posé la lettre et j'ai senti quelque chose de doux et de vieux me presser la poitrine. Pas de la tristesse, pas vraiment de la nostalgie, juste de la reconnaissance. J'avais oublié cette femme. Ce n'était pas une fantaisie ou une version de moi-même issue d'un rêve. Elle était réelle. Elle vivait ici autrefois dans ce corps avec ses mains. Et je l'avais enterrée sous des années de le dîner est prêt, et où peux-tu aller chercher les enfants, et tu es juste trop sensible, maman. Je me suis levé, j'ai traversé la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où je gardais de vieux torchons. Tout au fond, plié serré, se trouvait un CD que Rachel m'avait gravé il y a des années. Grand Maestro Jazz, écrit au marqueur argenté. Je ne savais même pas s'il fonctionnerait encore, mais j'ai sorti le vieil ampli, je l'ai dépoussiéré et j'ai essayé. Il a crépité, puis a démarré. La voix de Nina Simone a rempli la pièce, basse et profonde comme du miel tournant dans la cuillère. Je me tenais près de la fenêtre, les bras croisés, juste à écouter. Puis je me suis laissé balancer juste un peu. Le sol a gémi sous moi et mes genoux n'ont pas aimé le mouvement. Mais j'ai bougé quand même, en chaussettes, sans personne pour regarder, sans aucune performance. Ce n'était pas de la danse, pas vraiment. Mais c'était peut-être assez proche. J'ai répondu à Hélène cet après-midi-là. Je lui ai dit merci de se souvenir, de voir, de nommer la version de moi que j'avais oubliée. Je lui ai parlé de Grèce, de Rachel, du rôti que j'avais porté par la porte d'entrée comme une offrande à mon ancien moi. Je n'ai pas mentionné Julia. Je n'en avais pas besoin. J'ai terminé la lettre par une phrase qu'elle m'avait dite une fois après que j'ai renversé du café sur une nouvelle robe et failli pleurer. Tu as le droit d'être désordonné. Ne fais juste pas semblant que c'est le désordre de quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais oublié ça, même si j'avais oublié tout le reste. Quand je suis allé à la boîte aux lettres, le vent s'est levé, froid et rapide, mais sans punition. L'imprimé du citronnier a légèrement flotté quand je suis rentré. J'ai touché le cadre légèrement. Je me souviens de toi, dis-je doucement, et c'était vrai. Rachel est venue un vendredi. Sans prévenir, sans texto.
Juste un léger coup à la porte et son visage derrière le verre dépoli. J'ai apporté des champignons, dit-elle en brandissant un sac en papier marron. Et ces petits oignons que tu aimes. J'étais justement sur le point de faire de la soupe, dis-je. Parfait. Elle sourit. Je vais hacher. Nous ne nous sommes pas pressés. La cuisine n'était pas grande, mais nous nous sommes déplacés facilement. Je lui ai montré où je gardais les couteaux, toujours aiguisés, toujours familiers. Elle a épluché les oignons de mains expertes, les yeux clignotants à cause de la brûlure. J'avais oublié à quel point ils sont forts, marmonna-t-elle. C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont honnêtes, dis-je. Elle rit et s'essuya les yeux. J'ai nettoyé les champignons doucement avec un torchon. Pas de trempage, pas de raccourci. Elle regarda un instant, puis m'imita. Maman les frotte toujours sous le robinet. Ta mère n'a jamais eu la patience pour les champignons. Rachel n'a pas argumenté. Elle a juste hoché la tête. Nous avons travaillé dans un calme confortable, brisé seulement par le bouillonnement de la casserole. L'odeur a rempli l'appartement. Terreuse, savoureuse, chaude. Elle a trouvé des bols dans le placard sans demander, a mis la table sans chichi. Quand nous nous sommes assises, aucune de nous n'a tendu la main vers son téléphone. Elle a goûté la soupe et a fermé les yeux. Mon Dieu, grand-mère, c'est parfait. J'ai souri. C'est juste de la soupe. Non, dit-elle. C'est la tienne. C'est la différence. Nous avons mangé lentement. Elle a trempé son pain dans le bouillon et l'a laissé s'imbiber avant chaque bouchée. Quand les bols furent presque vides, elle leva les yeux. Tu crois que je finirai comme elle? Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste la question. Nue, sincère. Non, dis-je. Tu as déjà posé la question qu'elle n'aurait jamais pu. Rachel a joué avec sa cuillère. Elle essaie encore, elle envoie des messages, elle me dit qu'elle veut parler. Tu veux le faire? Elle a réfléchi un long moment, puis a secoué la tête. Pas pour l'instant. Je ne fais juste pas confiance à ce qu'elle veut. Tu ne lui dois pas plus que ce que tu peux donner. Elle a eu l'air soulagée. Non pas parce que je lui avais donné la permission, mais parce que je l'avais dit à voix haute. Après le dîner, nous avons fait la vaisselle ensemble. Elle essuyait. Je rinçais. J'aime être ici, dit-elle. Ça a l'air honnête. C'est la deuxième fois que tu utilises ce mot ce soir. Oui, dit-elle en souriant. Je crois que j'en ai envie. Quand nous avons fini, elle ne s'est pas précipitée pour partir. Elle a erré dans le salon, s'est assise par terre, le dos contre le canapé. Je l'ai rejointe. Je pensais que tu étais juste discrète, dit-elle. Mais maintenant je pense que tu étais juste prudente. J'ai hoché la tête. Je devais l'être. Pourquoi? Parce que quand tu grandis dans un monde qui ne te demande pas ce que tu penses, tu apprends d'abord à observer, à mesurer. Et maintenant j'apprends à répondre avant qu'on ne me pose la question. Rachel a penché la tête en arrière, la posant contre les coussins. Je veux être comme ça, dit-elle. Tu le es déjà. Nous sommes restés longtemps sans parler. Finalement, elle s'est levée, a enfilé son manteau et m'a embrassé sur la joue. Merci, a-t-elle chuchoté. Pour tout ça. Reviens la semaine prochaine, dis-je. On essaiera une tarte. D'accord? Après son départ, j'ai nettoyé le comptoir, essuyé la cuisinière, plié le torchon sur l'évier. L'appartement sentait l'ail et le temps, l'effort et la facilité. Je me suis versé un petit verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, un lampadaire clignotait. L'air ressemblait à du velours, épais, calme, doux. Je n'ai pas pensé à Julia. J'ai pensé à Rachel. J'ai pensé à la soupe et au sel et à la façon dont certaines choses, une fois bien entretenues, n'ont pas besoin d'être sauvées. Juste de l'espace et du temps. Il y a un moment juste avant l'aube où le monde retient son souffle. Le ciel n'est pas encore clair, mais il n'est pas sombre non plus. Les ombres s'adoucissent. Même le vent semble faire une pause. C'est à ce moment-là que j'aime marcher maintenant. Juste une courte boucle jusqu'au coin de la rue, devant la boulangerie qui ouvre trop tôt, puis je reviens. L'air est vif et les trottoirs sont encore humides de la nuit. Parfois, je croise Ruth du bout du couloir.
Elle marche plus lentement ces jours-ci, mais elle me fait toujours un signe de la main. Le matin de mes 79 ans, j'ai trouvé une petite note scotchée à ma porte. Joyeux anniversaire, Evelyne. Tu me rappelles qui je veux devenir. Pas de nom, mais je savais que c'était Rachel. Je n'avais pas besoin de fleurs ou de fanfares. Cette note était suffisante. Je me suis préparé des pancakes ce matin-là. Juste 2, avec un peu de beurre, un filet de sirop et une demi-banane. Je les ai mangés lentement à table, le soleil réchauffant le sol à mes pieds. Plus tard, j'ai ouvert le tiroir où le classeur vivait. Je ne l'avais pas touché depuis des semaines. Mais je l'ai sorti, je l'ai posé sur la table et j'ai ajouté une dernière lettre, courte, claire, pliée une fois. Elle disait, Rachel, ce que j'ai est à toi. Non pas à cause du sang, mais à cause de la gentillesse. Tu n'as jamais essayé de me gérer. Tu m'as juste rencontré là où j'étais. C'est ça l'amour. C'est ça l'héritage. Ne laisse personne t'enseigner le contraire. Je l'ai placé derrière le testament et j'ai refermé le classeur. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le porche et j'ai regardé la lumière traverser la rue. Rien d'extraordinaire ne s'est passé. Un camion de poste est passé. Un garçon à vélo a vacillé, son sac à dos le faisant presque tomber. Le monde, indifférent à ma paix, continuait son chemin. Je n'attendais plus. Ni des excuses, ni de la compréhension, ni la version de la maternité dans laquelle je n'ai jamais pu m'épanouir. J'avais assez. J'avais Rachel. J'avais les matins et la musique et l'odeur de la soupe mijotant juste pour moi. Parfois, la guérison n'est pas une vague. C'est un retour tranquille à soi-même. Et si vous avez lu ceci, si vous vous êtes déjà senti petite dans une maison que vous avez aidé à construire ou silencieuse dans une vie que vous avez menée bruyamment autrefois, que cela soit votre permission. Vous n'avez besoin de la bénédiction de personne pour revenir à vous-même. Il vous suffit de commencer. Alors commencez maintenant. Et si cette histoire vous a trouvé, partagez-la. Laissez un commentaire. Transmettez-la à une autre femme qui a besoin qu'on le lui rappelle. Votre valeur n'a jamais été à débattre.